America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، فهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahali, Marim Abdou, pour vous accompagner au micro. L'accord de cessez-le-feu à Gaza, annoncé ce mercredi 15 janvier, est censé entrer en vigueur dimanche 19 janvier, sera supervisé depuis le Caire par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte. Il prévoit la libération de 98 détenus, 94 capturés le 7 octobre et 4 précédemment, dont certains sont présumés morts, en échange de plusieurs centaines, voire milliers de prisonniers palestiniens. Le retrait progressif des forces sionistes de l'enclave côtière, l'entrée d'aide humanitaire dans ce territoire et le retour dans leur foyer des populations palestiniennes déplacées. سر دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة بوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين. Commentant l'accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers dans la bande de Gaza, les médias de l'entité d'occupation affirment que l'objectif principal du Hamas était de rester à Gaza et de maintenir le contrôle et de ne pas permettre à Israël, indique-t-il, de s'implanter dans la bande de Gaza, rajoutant le Hamas a réussi, Israël a échoué. L'accord, dont les détails ont été annoncés aujourd'hui, signifie la fin de la guerre et l'abandon de l'objectif de détruire le Hamas. Il s'agit d'un accord imprudent qui constitue une victoire et une menace pour la sécurité de l'État d'Israël. L'acceptation d'un tel accord n'est pas une victoire absolue, mais une défaite absolue. Dans sa livraison de ce mercredi, le journal Haaretz titre « Israël ne gagnera pas même s'il occupe tout le Moyen-Orient ». L'auteur de l'article indique que l'entité d'occupation est en train de perdre contre elle-même et que la défaite n'est pas seulement une perte dans la bataille, mais une perte d'identité et d'avenir. L'auteur poursuit en affirmant que l'armée d'occupation a démoli des maisons, tué des civils, des actions qui ont contribué à consolider la défaite au lieu d'obtenir la victoire. On lâche des tonnes de bombes sur des maisons et on tue des familles entières. Peut-être que c'est justifié, peut-être qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Peut-être. Mais on a arrêté de se demander si on ne franchissait pas la ligne rouge. Selon certains observateurs, l'accord de cessez-le-feu a été rendu possible grâce ou du fait de l'intervention de Donald Trump. Un raccourci un peu léger. Le 48e président des États-Unis a, dans un coup d'éclat habituel, voulu réduire les capacités de l'administration sortante et expliquer être en mesure de réussir là où le reste du monde a échoué. L'ONU, ses instances, les gouvernements et les pays atlantistes, tous réunis, ont échoué à imposer un cessez-le-feu. Trump se présente, se faisant comme un maître du monde, le maître du monde, celui qui s'apprête à franchir l'entrée de la Maison-Blanche avec, dans son attaché case, plus d'une centaine de décrets présidentiels d'ores et déjà signés qui vont, sans doute, refroidir les plus optimistes. المفاوضون الجيدون نادرون للغاية ولدينا هنا الشخص المناسب. أنا لا أريد أن أضر بالمفاوضات ولكن إذا لم يتوصل إلى اتفاق بحلول موعد تنصيب بعد أسبوعين فإن أبواب الجحيم ستفتح على مصراعيها في الشرق الأوسط. Biden quittera lundi la Maison-Blanche avec un arrière-goût fétide que laissera à tout jamais une guerre menée par des puissances surarmées contre une résistance et une population décidée à aller jusqu'au bout.
Avec nous en ligne à partir de Beyrouth, Monsieur Walid Kilani, Saïd Walid Kilani, shukran li hudurikum ma'ana Saïdi. Walid Kilani est directeur de la cellule de communication du Hamas au Liban. Saïd Walid Kilani يتزامن وقف إطلاق النار يتزامن مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض. Pour commencer, au sujet du cessez-le-feu, nous attendons la réaction de l'ennemi sioniste. La résistance palestinienne a transmis, par l'intermédiaire des médiateurs qatariens et égyptiens, son approbation ainsi que les principaux points qu'elle exigeait. Ces derniers ont été acceptés par l'ennemi sioniste, notamment un cessez-le-feu permanent et le retrait de l'ennemi des points stratégiques de Netzarim et Philadelphie dans la bande de Gaza. Concernant l'entrée des aides humanitaires, la reconstruction, ainsi que la libération des détenus dans le cadre d'un véritable accord, l'ennemi sioniste a donné son accord sur toutes ces conditions. Ces points étaient déjà présents dans l'accord proposé en juillet dernier, auquel le mouvement avait précédemment donné son aval. فيما يخص الانسحاب الكلي من غزة، هل هنالك رد في هذا المجال سيد وليد كيلاني؟ نعم تمت الموافقة من قبل العدو الانسحاب من محور نتساريم ومحور فيلادلفيا. Oui, l'ennemi a accepté de se retirer. Ce qui bloquait l'accord et retardait sa finalisation ces derniers jours était l'absence de remise des cartes précisant les points exacts vers lesquels l'ennemi sioniste se retirait. Maintenant que l'ennemi a accepté ces conditions et les points en question, le mouvement a donné son accord et l'a transmis au médiateur. فيما يخص كذلك السجناء في المعتقلات الصهيونية، هل تم الاتفاق على كل النقاط أو كل شروط حماس سيد وليد كيلاني؟ Toutes les conditions fixées par la résistance ont été acceptées. Les plus importantes concernaient la libération des détenus. Un accord a également été trouvé sur les critères liés à leur nombre et à leur profit. Dans une première phase, il a été convenu de libérer 33 détenus par la résistance en échange de nombre de Palestiniens, conformément à ce qui a été négocié avec l'ennemi sioniste. Les échanges seront organisés en fonction de différentes catégories d'âge. Les catégories concernent, à titre d'exemple, les détenus âgés de plus de 50 ans ou de moins de 19 ans. La libération des soldats et des officiers détenus a été volontairement reportée à une phase ultérieure des négociations, prévue dans un délai de 42 jours. هل تعتبرون هذا الاتفاق فوزا للمقاومة الفلسطينية؟ Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une grande victoire. La résistance a obtenu plusieurs acquis importants grâce à cet accord. Ces cycles de négociations se sont révélés aussi féroces et stratégiques que les batailles militaires elles-mêmes. Walid Kilani, membre du bureau de l'information du Hamas, était avec nous à partir de Beyrouth. Autre destination, la Libye. 14 ans après la chute de Muammar Kadhafi dans l'Hexagone, les questions sur les financements libyens de la campagne de Nicolas Sarkozy demeurent. Que s'est-il passé sous la tente du guide en 2005 à Tripoli avec l'ancien président français? S'y interroge-t-on. Jugé jusqu'au 10 avril pour corruption, détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs, Nicolas Sarkozy encourt 10 ans de prison ainsi qu'une privation des droits civiques allant jusqu'à 5 ans. Ce dernier dira: l'argent de la corruption est le grand absent de ce procès. Et pour une simple raison, il n'y a pas d'argent de la corruption car il n'y a pas eu de corruption du candidat. Et pourtant, les témoins libyens ayant assisté
à de multiples tractations et opérations de financement, son bien vivant était bien présent. Au départ, il y a eu une demande d'argent pour la campagne. Le principe était acquis. C'était une sorte de cadeau. Et puis, quand on s'est rapproché des élections, des intermédiaires français sont venus à Tripoli pour préparer l'acheminement et le versement de l'argent avant le scrutin. Dès que le guide a abordé la question de l'argent, il a donné son feu vert pour le versement. Ce fut très rapide. Parmi ces témoins, Moftah Missouri, Monsieur Missouri, merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Vous avez d'ores et déjà témoigné aujourd'hui sur nos ondes. Vous allez bien évidemment nous dire ce qui s'est passé sous la tente en 2005 à Tripoli. Mais avant tout, pouvez-vous, Monsieur Moftah Missouri, vous présenter à nos auditeurs? Je suis l'ambassadeur Missouri. En 96, j'ai été détaché au service du guide de la révolution Feu Mouammar Kadhafi comme conseiller et interprète officiel pour lui seulement. Je ne suis pas interprète de carrière, comme vous le savez. Je suis diplomate de carrière et comme il m'a demandé de l'interpréter, évidemment, à l'époque, personne ne pouvait évidemment dire non au guide de la Révolution. Donc, je lui ai dit, d'accord, mais j'ai un souhait à vous faire, c'est que moi, je ne suis pas interprète de carrière. Si vous voulez que je vous interprète, je le ferai de gaieté de cœur, mais si vous voulez, pour vous seulement. Il m'a dit d'accord, donc je n'ai interprété personne d'autre que le guide de la Révolution. Monsieur Missouri, revenons, si vous le voulez bien, au sujet initial, à notre sujet initial qui défraie l'actualité. Il s'agit du financement de la campagne de Sarkozy. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Eh bien, après l'affaire Lockerbie, on a compensé, si j'ose dire, les Américains, et les Allemands, les Britanniques, etc. On a aussi compensé les Français pour l'affaire de Ténéré. Et on a levé les sanctions contre la Libye. Et la Libye était revenue au bercail, si j'ose dire, entre guillemets. Donc, tous les chefs d'État, les chefs de gouvernement européens étaient venus en Libye. Une sorte de pèlerinage à tour de rôle. Depuis Schroeder jusqu'à Sarkozy. Ils étaient tous à la partie. Oui. Tous sous la tente. Tous présentaient des projets. Tous voulaient conclure des accords avec la Libye. Tous voulaient signer des contrats avec la Libye. Quand Sarkozy était venu en Libye, il était venu d'Égypte comme ministre de l'Intérieur, invité par son homologue libyen. À l'époque, quand il était venu, les relations entre le président Jacques Chirac et le guide de la Révolution étaient des relations vraiment très amicales. Donc, le guide voulait faire plaisir au président et voulait voir Sarkozy. Si vous voulez, une sorte de geste de courtoisie. Vous étiez présent lors de l'entretien, Monsieur Missouri. Moi, je suis toujours avec le guide. Je suis l'homme incontournable. Incontournable. Même si le président demande à ce que je ne sois pas de la partie, toute la conversation revient vers moi enregistrée. Donc, j'étais là et le président a parlé avec le guide parlait avec le président, etc. Et puis pour, évidemment, casser, comme on dit, la glace, le guide lui a dit il faut que peut-être faire quelque chose pour la France, etc. Le président Chirac va partir. Il lui a dit moi je vais faire la primeur, n'est-ce pas, de cette nouvelle. Je vais vous faire la primeur de cette nouvelle. Je vais me présenter aux élections présidentielles de 2007. C'était en 2004, ça. Précisons qu'il s'agit de Sarkozy. Il était alors ministre de l'Intérieur. De Sarkozy, évidemment. Et puis le guide lui a dit oh, mais vous êtes ami de la Libye et on serait ravi de voir un ami de la Libye à la tête d'un pays ami comme la France. Et on est prêt à vous appuyer, si vous voulez, sur tous les registres. C'est-à-dire, on n'a pas parlé en détail, voyez-vous? Oui. On a parlé à titre général, des généralités comme ça, sans préciser. Et Sarkozy lui a dit merci beaucoup, donc on va essayer d'en discuter plus tard avec des experts, etc. Quelques jours après, il y avait des contacts avec Béchir Saleh. Béchir Saleh qui était le secrétaire du guide pour les affaires externes. Béchir Saleh dirigeait le fonds d'investissement libyen.
Après, j'ai appris qu'il y avait une rencontre au ministère libyen des Affaires étrangères avec le ministre libyen des Affaires étrangères, M. Koussa, M. Béchir Saleh et M. Abdallah Senoussi. Et 3 personnalités françaises, Brice Hautefeu, Ziad Taqiyuddin et Claude Guéant. Claude Guéant était à l'époque directeur de cabinet du ministre français de l'Intérieur. Et ils ont rédigé une note à l'adresse de Béchir Saleh. Béchir Saleh, l'un des gens qui négocient. Mais quand on dit Béchir Saleh, ça veut dire à l'adresse du guide. Donc, le document est arrivé, il y a écrit 50 millions d'euros. Quand le guide a pris connaissance de ce document, il a dit 50 millions, c'est beaucoup. Et il faut peut-être partager la poire ronde. Les 50 millions d'euros représentaient la somme demandée et destinée à financer la campagne de Sarkozy? C'est ça. Le guide avait donné son accord pour une vingtaine de millions de dollars. De quelle manière a été transférée cette somme, monsieur Missouri? Nous, normalement, au bureau du guide, on ne fait pas de transfert bancaire. Il y a ce qu'on appelle une sorte de poste budgétaire qu'on appelle l'aide politique. Et l'aide politique, ça se donne comme ça à des opposants, à des chefs d'État africains et autres, c'est-à-dire une sorte d'aide, même à des chefs c'est-à-dire de partis. On leur donne ça sans laisser de traces. On leur donne des valises, des attachés cases, des sacs. L'argent était remis en plusieurs tranches ou en une seule fois? Ça dépend du montant. Par exemple, si c'est un chef de parti ou quelque chose comme ça se fait en une seule tranche. Une valise qui contient 1 million, 1,5 million, un demi-million, ça dépend, ça dépend. Et aux autres, par tranche, comme l'aide à Sarkozy. N'importe quelle somme qui sort du bureau du guide est donnée par un comptable. Le chef comptable s'appelle Salem Gamoudi. Il est mort maintenant. Il était en prison à Zaouïa. Ce Salem ne donnait rien pour rien. Il fallait toujours signer, disons, un bout de papier. Parfois, Béchir signe pour certains chefs parce que c'est lui qui va apporter l'argent. Parfois, l'aide de camp ou un secrétaire du président ou de la personne concernée signe ce récépissé. Ce reçu 3 jours avant le bombardement de Bab el-Azizi, le bureau du guide, une sorte de caserne, où je travaille moi-même, dans l'aile civile, si j'ose dire, le secrétariat du guide. On a été bombardé, mais avant d'être bombardé par l'OTAN, on a nettoyé, si j'ose dire, nettoyé tous les bureaux, sauf le mien, évidemment. Moi, je n'ai pas donné mon accord à nettoyer parce que je ne pensais pas que l'OTAN va bombarder un bâtiment civil. Quand vous dites nettoyer, cela voudrait dire quoi, monsieur Missouri? C'est-à-dire ramasser toute la documentation officielle, etc., les archives et tout. Et ces archives ont été détruites? Je n'en sais rien. Il se pourrait que ces archives aient été données à quelqu'un qui ne travaille pas avec nous, qui n'est pas vraiment très connu. Donc peut-être pas un Libyen? Non. En Libye, il se pourrait que ce soit une femme, il se pourrait que ce soit un homme proche d'une femme ou d'un autre homme qui travaille. Un citoyen ordinaire. Revenons à Sarkozy et à ses liens avec la Libye, monsieur Missouri. Sarkozy n'en avait qu'un, si j'ose dire, de l'Afrique. Sarkozy avait un trou budgétaire d'après lui, d'une 50aine de milliards d'euros. Et il voulait que la Libye achète et il a donné un nombre précis d'avions. Il faut que la Libye achète minimum 44 rafales pour boucher le trou. Et il a dit au guide de la Révolution, en ma présence évidemment, qu'il était prêt à fournir des centrales nucléaires, qu'il était prêt à fournir des missiles Milan, qu'il était prêt à fournir des chars, etc. Mais il faut que la Libye passe commande de 44 avions Rafale. Donc, le guide était d'accord, mais quand les 2 experts, c'est-à-dire les experts des 2 parties, se sont réunis, on s'est aperçu que la France ne voulait pas vendre à la Libye des Rafales comme les Rafales français, des Rafales, c'est-à-dire modifiés. Donc, la Libye n'a pas voulu. Et on a annulé le contrat. Donc Sarkozy était vraiment fou furieux parce que la Libye a quitté l'Union pour la Méditerranée à cause d'Israël. La Libye
s'est retiré. Le guide avait appuyé Sarkozy dans cette démarche de l'union de la Méditerranée. Et comme le contrat des Rafales a foiré, Sarkozy avait promis à la population, à l'opinion publique française, que la Libye a signé des contrats avec une 50aine de milliards d'euros, etc. et tout. Et Sarkozy s'est discrédité complètement vis-à-vis c'est-à-dire de sa propre opinion publique. La Libye n'était pour rien. La Libye était sincère, mais comme lui, il avait une sorte de danse contre Kadhafi. C'est lui qui a voulu, n'est-ce pas, être le fer de lance de cette agression contre un pays indépendant, membre des Nations Unies, souverain. Sarkozy avait attaqué la Libye sans autorisation de personne, ni le Parlement français, ni le Sénat français, ni le peuple français, ni l'Organisation des Nations Unies. Sur le plan militaire, qu'est-ce qui était attendu par la Libye, notamment dans le domaine nucléaire? Nous avons le savoir-faire. Nous n'avons pas l'équipement, mais nous avons le savoir-faire. Nous avons acheté le design, c'est-à-dire la recette de faire du nucléaire. Nous avons payé ça. Nous avons tout. On a acheté cette cartographie, si j'ose dire, du nucléaire. Vous voulez dire qu'à l'époque de Kadhafi, la Libye avait acheté le savoir-faire nucléaire? Oui, bien sûr. Parce que ça se vendait en catimini par le grand nucléaire pakistanais. C'est-à-dire, on a acheté les composants, quoi. Les composants, on les a emmagasinés, si je veux dire, stockés. On pouvait faire ceci à tout moment. Jusqu'à quelle date vous pouviez faire cela à tout moment, pour vous reprendre, Monsieur Missouri? Jusqu'à l'assassinat du guide. Ils sont venus, ils ont ratissé le territoire libyen partout, ils ont cherché, ils ont pris des fûts, des poudres jaunes. Et évidemment, des missiles, des appareillages pour le nucléaire, comme des tuyauteries diverses, n'est-ce pas? Paradoxalement, et pour revenir à Sarkozy, c'est son épouse qui a joué au rôle de médiateur dans la libération des infirmières bulgares. Absolument pas, absolument pas. Elle était là, moi j'étais avec elle. C'est elle qui a demandé au guide de la Révolution c'est-à-dire de me détacher auprès d'elle. Elle ne faisait confiance à personne d'autre qu'à moi. Et moi, j'étais son accompagnateur pendant une longue journée, si j'ose dire. Elle était envoyée par le président pour prendre livraison, si j'ose dire, des infirmières et du médecin palestinien dont personne ne parle. L'un des gestes que le guide voulait faire à Sarkozy, après son accès au pouvoir, si vous me passez l'expression, c'est évidemment de lui faire plaisir d'enregistrer une sorte de percée diplomatique. Donc, Sarkozy a appelé le guide plusieurs fois et moi, j'étais au bout du fil. Je suis, comme je vous ai dit, incontournable. Il lui a dit, moi, je suis prêt à libérer les infirmières, mais il faut indemniser les familles des victimes. Et Sarkozy, de lui dire que moi, je ne peux pas le faire. Je peux vous fournir des médecins, des équipements d'hôpitaux, de je ne sais pas quoi, patati patata, mais je ne peux pas vous verser de l'argent, à moins que vous acceptiez de l'argent de la part des Qataris. Et le guide lui a dit, moi, j'accepte de l'argent, même de la part de Satan, mais il faut toujours indemniser les Libyens. Sans indemnisation de Libyens, il n'y a pas de liberté pour les infirmières. 2 jours après, l'ex-président Sarkozy a appelé le guide. J'étais là, toujours au bout du fil. Il lui a dit, j'ai appelé Hamad Ben Khalifa, c'est-à-dire le prince de Qatar, et lui, il va vous envoyer 450 millions d'euros pour les 450 victimes. Et c'est tout. Khalifa avait envoyé l'argent et Madame Sarkozy avait pris livraison de son colis, comme il disait. C'était, rappelons-le, Monsieur Missouri, en 2007. Plusieurs années plus tard, comment évolue la situation pour la Libye, Monsieur Missouri? Très bien, c'est une bonne question là. Vers 2018, il y a un groupe de Libyens qui m'ont appelé de Tunis pour me dire de venir. Ils voulaient que je travaille avec eux à titre volontaire, sans argent, sans paiement, etc. pour, c'est-à-dire le bienfait du pays. C'était des politiques? Si vous voulez, c'est mélangé. Des gens qui
étaient de l'ex-régime, des politiques, des diplomates, des militaires, je sais pas moi. C'était une sorte de comité comme ça, de congrès. Et je suis allé à Tunis et ils m'ont dit qu'ils travaillaient avec Ghassan Salamé quand Ghassan Salamé était venu pour travailler c'est-à-dire l'intérêt du pays. On a commencé à travailler avec Ghassan Salamé et Ghassan Salamé était vraiment très enthousiasmé. Et moi, j'ai été chargé du dossier relations extérieures et je me suis trouvé même le porte-parole de ce congrès dans toutes les stations de télévision et les agences de presse, etc. Et j'ai même fait des démarches pour parler avec des milices, avec de l'armée libyenne, des gens comme ça, des chefs de tribus, des représentants, disons, des femmes, etc. de Libye. Mais Salamé nous a, si vous voulez, abandonnés quand on lui a posé des questions à mon instigation, si vous voulez, concernant les ambassadeurs de l'Ouest qui se trouvent avec nous, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils représentent qui? L'ambassadeur de France représente qui? L'ambassadeur des États-Unis représente quelle tribu de Libye? L'ambassadeur d'Angleterre représente quelle ville de Libye? Salamé était vraiment un peu gêné et il a dit qu'il avait une petite marge. Je vais vous répondre dans une semaine. Dans 3 jours, il était sorti à la télévision pour dire qu'il ne connaît absolument plus ces gens-là, c'est-à-dire le Congrès. Il ne travaille plus avec lui. Il va former un autre forum ou quelque chose comme ça. Il nous a abandonnés. Donc, quand moi, je me suis aperçu de la supercherie, si je veux dire, je me suis dit, moi, je n'ai rien à faire. Donc, et surtout lorsque moi, j'étais là-bas à mes frais, je me suis dit qu'il fallait peut-être revenir chez moi. Je n'ai plus rien à faire. Si mon travail et le travail du Congrès n'est pas parrainé par Salamé, donc on pédale dans le vide. Parce qu'il faut que toute solution soit parrainée par la mission des Nations Unies en Libye, UNSMIL. Cette UNSMIL, s'il ne parraine pas ou n'endosse pas notre travail, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de travailler de cette façon-là. L'OTAN avait voulu, par exemple, se débarrasser de Kadhafi. Ils ont réussi à se débarrasser de Kadhafi, mais ils ont lâché le peuple libyen à mi-chemin. Ils ont assassiné Kadhafi et sont partis. Monsieur Missouri, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je vous en prie, il n'y a pas de problème. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Dans la nuit du 15 au 16 février 2011, des émeutes éclatent dans la ville libyenne de Benghazi. Un mois plus tard, les manifestations réclament le départ du colonel Muammar Kadhafi. Celles-ci sont violemment réprimées. Le mardi 22 février, Kadhafi a choisi le décor des ruines de sa résidence de Bab al-Aziziyya à Tripoli pour s'adresser à son peuple. Celui-ci a livré un discours de plus d'1 heure, très violent et pour le moins menaçant. زنقة زنقة فرد فرد حتى تتطهر البلد من الدنس والإرجاس. لا يمكن نسمح لليبيا تضيع بين ايدينا بدون مبرر. بسرعة انقذوا نفسكم قبل لا نعطي إشارة الزحف المقدس. أما بعد إذا كان ما فيش هذا في زحف من الداخل تعرفون هذا الزحف من يأتي. قد تندمون يوم لا ينفع الندم. الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ Le 25 février 2011, les Américains imposent des sanctions contre le gouvernement libyen, avec le gel des avoirs d'Al-Kadhafi et de la Banque centrale. Le lendemain, au tour de l'ONU d'imposer par une résolution un embargo sur les armes, une interdiction de voyager et un gel des avoirs du colonel Al-Kadhafi, ses 8 enfants et 6 autres personnes, et demande la saisine de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Moins de 24 heures plus tard, le Conseil national de transition est formé à Benghazi. En mars 2011, le président Barack Obama annonce avoir autorisé, je cite, une action militaire limitée des forces américaines en Libye pour faire respecter, dira-t-il, l'application de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU. Today, I authorize the armed forces of the United States
J'ai autorisé les forces armées des États-Unis à entreprendre une action militaire limitée en Libye, en soutien à l'effort international mené pour protéger les civils libyens. Cette action a démarré. Et comme je l'ai dit hier, nous ne déploierons pas, je répète, nous ne déploierons pas de troupes américaines au sol. Réunis à Berlin en avril 2011, 2 semaines après que l'Alliance Atlantique ait pris les opérations en main en Libye, les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN sont divisés sur l'urgence de durcir l'intervention militaire contre le leader libyen Muammar Kadhafi, dont cette déclaration, celle de Anders Rasmussen. Nous sommes ici pour suivre les décisions importantes que nous avons prises à Lisbonne pour réformer et moderniser notre alliance. Mais bien sûr, nous allons aussi parler de la situation en Libye. La rencontre du groupe de contact d'hier a présenté une bonne base de travail et nous allons ainsi voir comment on peut conduire notre opération militaire à un succès. Quelques mois plus tard, en septembre de la même année, Mustafa Abdel-Jalil, président du CNT, Conseil national de transition, a été acclamé par une foule de milliers de personnes sur la place des Martyrs à Tripoli, en Libye. Nous travaillons à l'élaboration d'un État régi par la loi, un État prospère dans lequel l'islam sera la principale source de législation. Nous voulons un État avec des institutions, un État de droit et de prospérité, et nous n'accepterons aucune idéologie extrémiste de droite ou de gauche. Près de 2 mois après la chute du régime de Muammar Kadhafi, le 17 octobre 2011, Hillary Clinton arrive à Tripoli. C'est le premier déplacement en Libye d'un responsable américain de ce rang depuis 2008, date à laquelle Washington a voulu entamer de nouvelles relations avec Muammar Kadhafi. La secrétaire d'État s'est entretenue avec les nouveaux dirigeants du pays, interrogée sur les risques de guerre civile après que des tensions sont apparues entre les différentes milices du pays. Hillary Clinton a souligné qu'un des éléments qu'il faut régler est leur unification dans une seule armée. Nous soutiendrons un processus de démocratisation qui respecte la loi, qui respecte les droits des minorités, des femmes et de la jeunesse. Les groupes qui voudront saper ou déstabiliser la démocratie seront une préoccupation pour les Libyens eux-mêmes. 2 jours plus tard, lors de la chute de Sirte, le colonel Muammar Kadhafi et l'un de ses fils Mu'tasim sont capturés et exécutés par des rebelles. En guise de conclusion au conflit, Hillary Clinton a utilisé la célèbre formule de l'empereur Jules César. Veni, vedi, vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Le 20 octobre 2011, lors d'une interview sur la chaîne américaine CBS, Hillary Clinton disait ceci. We came, we saw, he died. Nous sommes venus, nous avons vu, il est mort. We came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, oh, I'm sure it did. La Libye est un terrain d'influence géostratégique, un pays disposant de réserves de pétrole importantes, situé à la croisée de l'Afrique du Nord, du Sud, de l'Europe, du Sahel et du Moyen-Orient. En Libye, la Chambre libyenne des représentants a adopté une loi de réconciliation à la majorité. Cette adoption intervient après un appel pressant du président du Conseil présidentiel Mohamed Benfi, qui avait exhorté en novembre dernier, rappelez-vous, le président de la Chambre des représentants à valider le projet. Avec nous à partir de Tripoli, Monsieur Mahmoud Ismail, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes militant politique libyen, spécialiste en relations politiques et stratégiques, professeur en droit international aux universités. Monsieur Mahmoud Ismail, une réconciliation en Libye est importante, en ce sens où elle va faire barrage à toute forme d'ingérence. À mon avis,
Il est important d'instaurer une réconciliation, mais il est tout aussi crucial de clarifier la nature de cette réconciliation, de définir les parties concernées et d'établir un calendrier précis. La Libye a traversé une période difficile depuis 2011 jusqu'à 2024. Et aujourd'hui, en 2025, de nombreuses avancées ont été réalisées sur le plan législatif. Cependant, et dès 2012, des législations relatives à la réconciliation ont été adoptées, certaines depuis 2014 même, dans la période post-guerre, d'autres en 2017, mais dans les faits, ces législations n'ont pas conduit à une réconciliation réelle et tangible. Nous devons nous inspirer des expériences d'autres pays, comme celle de l'Algérie après la décennie noire. Il est également nécessaire d'identifier clairement les adversaires car la majorité des différends en Libye sont de nature politique. La réconciliation doit donc commencer entre les acteurs politiques, notamment entre la Chambre des représentants et les institutions divisées en deux gouvernements et autres entités discordantes. Dans un premier temps, les institutions politiques et leurs responsables doivent accorder leur violon. Ensuite, il est indispensable de fixer un calendrier pour mener à bien cette réconciliation. Enfin, des institutions légitimes, reconnues par les Libyens, doivent être mises en place. Ces institutions ne doivent pas être imposées, expirées, contestées ou bipartites. Par ailleurs, nous devons tirer parti des expériences d'autres pays ayant connu des conflits et des guerres, car ces expériences, souvent réussies d'ailleurs, s'adaptent particulièrement à la situation libyenne. L'Algérie constitue sans aucun doute un exemple dont les mécanismes de réconciliation pourraient être adoptés. Le rôle de la communauté internationale mérite également d'être questionné. Elle a échoué lamentablement car elle n'a pas su aider les Libyens autant qu'elle a soutenu les pays intervenant en Libye. Un problème persiste avec la nomination de plus de 9 envoyés spéciaux, dont le 10e pourrait être l'actuelle représentante désignée qui prendra ses fonctions après le 31 janvier si elle est approuvée par le Conseil de sécurité. Toutefois, et malgré ces efforts, aucun résultat concret n'a été obtenu sur le terrain. L'échec se répète et les problèmes sont recyclés sans véritable démarche vers une solution. Concrètement, la Libye est perçue par l'Occident à travers 3 enjeux principaux. La question de la migration clandestine, que les pays européens redoutent face à une vague migratoire touchant une Europe vieillissante, l'accès au pétrole qui continue d'affluer, et la lutte contre le terrorisme, dans laquelle la Libye a réussi. Au-delà de ces 3 dossiers, le sort des Libyens n'a que peu d'importance aux yeux de ces acteurs, ce qui a conduit à des divisions accrues entre les gouvernements et à une exacerbation des dissensions interlibyennes. سيد محمود إسماعيل، تحدثتم عن الخلاف السياسي، ولكن فعلا الخلاف السياسي موجود في ليبيا، وهذا الخلاف لم يسمح أن تكون مثلا انتخابات في ليبيا. كيف يمكن تجاوز هذا الخلاف السياسي؟ Monsieur Mahmoud Ismail, vous avez évoqué des différences politiques en Libye. Celles-ci sont réelles. Comment, dans ces conditions, les dépasser? Aucun pays n'est exempt de divergences politiques. Cependant, il existe des principes et des objectifs vers lesquels il est possible de converger. ولكن عفوا استسمحك، ولكن الخلافات لا تؤدي حتما إلى حروب أو إلى انشقاق. Je partage votre avis concernant l'existence d'une profonde division institutionnelle au sein de toutes les institutions et gouvernements libyens, ainsi que des diverses entités politiques. Cependant, les Libyens se trouvent face à 2 choix, à savoir se diriger soit vers les urnes, soit vers les armes. Saïd Mahmoud Ismail, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes militant politique libyen, spécialiste en relations politiques et stratégiques, professeur en droit international aux universités. Exactement. Monsieur Mahmoud Ismail, avec vous, nous allons également aborder d'autres volets, à savoir le processus politique en Libye. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui asseoir ce processus? بالنسبة للمسار السياسي في ليبيا، ما هي الآليات التي يمكن تبنيها لكي يصل إلى بر الأمان؟
Selon moi, figure en tête des priorités de la société libyenne la tenue des élections et les impératifs devraient à l'organisation d'une présidentielle et d'aider les Libyens à tourner la page des institutions actuelles dont la reconnaissance doit prendre fin. Il faut véritablement œuvrer pour que la Libye soit en mesure de surmonter sa crise alimentée, en partie par des ingérences négatives qu'il convient d'écarter. Ces ingérences ne font qu'aggraver les problèmes. Ainsi, la Libye est appelée à se rassembler et les pays souhaitant l'aider doivent soutenir les Libyens eux-mêmes et non les entités actuellement au pouvoir. تحدثتم سيد محمود إسماعيل عن فشل المجتمع الدولي. Vous avez évoqué, Monsieur Mahmoud Ismail, l'échec de la communauté internationale. Nous pouvons évoquer également les ingérences extérieures qui ont causé cet échec. Comment stopper ces ingérences? Et je rajoute ceci, comment obliger les partis politiques à ne pas être sous la houlette d'une quelconque puissance étrangère, Monsieur Mahmoud Ismail? À mon sens, les ingérences négatives restent extrêmement dangereuses pour la situation en Libye. Elles alimentent les conflits, exacerbent les divisions et empêchent toute véritable aide aux Libyens. Ces ingérences visent à renforcer un camp au détriment d'un autre, ce qui constitue une situation inacceptable et profondément préoccupante. De ce point de vue, il est impératif de travailler à l'élaboration d'un code électoral équitable, à la mise en place d'un projet de constitution soumis à référendum et à concentrer les efforts pour aider les Libyens eux-mêmes et non les institutions ou les individus. Aider les Libyens permettra d'apporter une contribution au monde entier. En revanche, aider des individus isolés ne fera qu'encourager leurs intérêts personnels sans résoudre les véritables problèmes. هنالك كذلك سيد محمود إسماعيل التدخل العسكري ميدانيا في ليبيا. هل هذا التدخل العسكري على أرض الميدان أثر على الجانب السياسي? Nous pouvons par ailleurs évoquer les interventions militaires en Libye. Ceci a-t-il eu un impact sur le politique ou sur le côté politique? Il est indéniable que les interventions militaires ont eu un impact sur le paysage politique. Cependant, il est crucial que ces interventions se basent sur une véritable aide aux Libyens pour construire leur pays et non pour le détruire. Elles doivent avoir pour objectif de conduire les Libyens vers une démocratie réelle et non de leur faire de fausses promesses ou des engagements irréalisables. La Libye a besoin de l'aide du monde entier, mais cette aide doit viser la société libyenne dans son ensemble et non les individus ou les gouvernements spécifiques. Cette aide devrait inclure l'organisation d'élections, l'éradication du crime, l'adoption d'un projet de constitution et la recherche de solutions concrètes aux problèmes auxquels les Libyens sont confrontés. Elle devrait également s'inspirer des expériences de réconciliation réussies dans d'autres pays. Aider les individus au lieu des institutions ne ferait que créer des leaders éphémères, incapables de bâtir un véritable État. La Libye a besoin d'un soutien global et clair, sans ingérence et d'une distinction nette entre intervention et assistance. L'assistance requise doit se concentrer sur l'élaboration d'un projet de constitution, sans permettre de domination sur les ressources et les atouts de la Libye. L'Algérie, en tant que voisin majeur et partenaire historique, joue un rôle clé. Les relations fraternelles qu'elle entretient avec la Libye, ainsi que son succès dans la lutte contre le terrorisme et la reconstitution de son État, en font un modèle à suivre. L'Algérie a toujours affiché son soutien à la Libye et continue d'œuvrer pour l'aider. Nous lui adressons tous nos remerciements. Il serait souhaitable qu'un envoyé partageant cette vision soit désigné, et à cet égard, nous aurions espéré que ce rôle soit confié à une personnalité algérienne qui serait mieux placée pour comprendre et résoudre la crise libyenne. ولكن رفض سابقا مبعوث اقترح على مجلس الأمن وكان جزائريا
Certains acteurs ne cherchent pas à résoudre la crise libyenne, mais à régler leurs propres problèmes en intervenant dans le pays. Par conséquent, il est essentiel d'organiser une conférence régionale et de travailler dans un cadre strictement libyen. Il faut demander à l'ONU et au Conseil de sécurité de retirer la Libye du chapitre 7 et concentrer les efforts sur une véritable assistance aux Libyens eux-mêmes. سيد محمود إسماعيل شكرا جزيلا سيدي لحضوركم معنا. Monsieur Mahmoud Ismail, militant politique libyen, spécialiste en relations politiques et stratégiques, professeur en droit international aux universités. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. شكرا لكم ولإذاعتكم الموقرة ولكل مساهم فيما يتعلق ببناء ليبيا والسلام والديمقراطية. شكرا لك، شكرا، مع السلامة. Ont participé à ce programme Moftah Missouri, diplomate libyen. Walid Kilani, directeur de la cellule de communication du Hamas au Liban. Mahmoud Ismail, militant politique libyen, spécialiste en relations politiques et stratégiques. Tariq Krouri a assuré la traduction pour l'Histoire en marche. Le programme d'aujourd'hui a été réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Samiha Hali. Maryam Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.